Très bien. Très bien. Donc, je suis ravi d'accueillir Bruno Canard, qui est notre voisin, hein, puisqu'il est à l'UNI et qu'il travaille, mais d'une manière beaucoup plus fondamentale, hein, sur les virus, en particulier sur le coronavirus. Et on partage le même amour, mais dans des domaines différents pour l'RNA polymérase depuis des années. Nous, on a beaucoup travaillé avec Michel, et puis avec Philippe et avec Bernard sur l'RNA polymérase des bactéries et des virus géants, et lui surtout des virus ARN. Donc il y a une phylogénie là aussi de l'RNA polymérase qui montre que c'est probablement le souvenir le plus ancien de la vie, la RNA polymérase. Mais en tout cas, je suis ravi de l'accueillir, et c'est vraiment le moment, je remercie, parce que je suis invité de manière un peu cavalière, un peu rapide, parce que c'est un sujet d'actualité. Et donc, il va nous dire tout ce qu'il faut savoir sur l'âme des corona. Donc, est-ce que vous m'entendez comme ça? Très bien. Donc, merci de l'invitation. Et je tiens à m'excuser sur quelques diapositives qui seront un peu faites à l'arrache, comme on dit, avec de l'anglais, du français, etc., etc. Mais bon, je peux répondre aux questions en anglais, bien sûr, et je vais parler en français. Donc, les coronavirus, pour faire un bref rappel qu'on voit toujours en début d'exposé en virologie, ils ont une forme sous le microscope avec une couronne qui leur a donné leur nom, et ils ont quelques particularités tout à fait remarquables. Un génome d'une très grande taille, donc ce qui a attiré immédiatement l'attention de l'enzymologiste que je suis. Ça veut dire qu'il doit y avoir bien d'autres enzymes qu'une polymérase, une hélicase et bien d'autres choses à découvrir. Voilà, ils sont transmis aérosol et fécal-oral transmission, et donnent en général, jusqu'à 2003, ils étaient connus pour donner des maladies respiratoires relativement bénignes. Alors en 2003, donc je ne vais pas dire qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas nés, c'est pas vrai, mais en tout cas scientifiquement, il est arrivé exactement la même chose qu'il arrive en ce moment. Alors, ça, c'est des vieilles diapositives qui ont été recyclées, et on se rappelle l'histoire des patients du début qui sont arrivés de Chine à Hong Kong, à le fameux hôtel Métropole, à l'étage, je ne sais plus si c'était le 9e ou le 11e, où on a eu un cas, enfin, le gars est allé au restaurant et a transmis à tout le personnel ou presque. Ensuite, il s'est effondré juste avant, dans le couloir, avant de rentrer dans sa chambre. Tous les gens qui ont juste ouvert la porte pour savoir quand ils ont entendu un bruit, ceux-là ils ont été infectés. Ceux qui sont restés au lit tranquillement, ils ne sont pas été infectés. Il n'y a pas de morale là-dessus. Et après, la PCR dans le couloir et également autour de l'hôtel Métropole, probablement, on ne sait pas comment ça s'est transmis jusqu'à 100 mètres, hein, Didier disait, autour de l'hôtel Métropole, des cas, et surtout un facteur de transmission extraordinaire de ce patient qui a transmis à plus de 100 personnes. Alors évidemment, 100 personnes, il y a une de ces personnes qui était très fortement virémique et infectieuse, qui est rentrée dans un avion au Canada. C'est pour ça que le Canada a payé un très lourd tribut, parce qu'il est arrivé à l'hôpital sur des gens relativement peu habitués d'ailleurs personne ne l'était à l'époque, de tels virus et de telles pathologies, et donc des infections secondaires, voilà. Donc une panique un petit peu. Il y avait des différences entre 2003, évidemment, vous vous rendez bien compte qu'entre 2003 et maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'y reviendrai. Ensuite, sur les coronavirus, on a eu le MERS 1.0 aussi, celui-là, il n'a pas bougé. Donc c'est Middle East Respiratory Syndrome, il est légèrement différent du corona et surtout il est beaucoup moins transmissible. Par contre, on observe toujours chez tous les virus pathogènes une apparente relation entre transmissibilité, infectiosité et sévérité des symptômes. Donc le MERS est beaucoup plus dangereux, mais il se transmet beaucoup moins. Ensuite, on a eu 2013 le SARS 1.1. Alors pourquoi 1.1 ? Parce que c'est le même du début, et donc là c'est un avertissement à tous les laboratoires qui travaillent sur les coronavirus. C'est que les coronavirus, j'ai une petite anecdote à ce sujet, un collègue à Leiden voulait montrer à la sécurité que non, c'était pas dangereux les coronavirus, et que si on les laissait quelques heures à l'air, il n'y avait plus de transmission, etc., etc. Ils ont mis un papier, ils ont mis 10 puissance 3, 10 puissance
2 et 10 puissance 4 gouttes sur la paillasse. Ils ont attendu une semaine. Et au bout d'une semaine, ça avait baissé juste d'un log. Donc en fait, ça peut très bien, sous certaines conditions, hydraté, rester relativement infectieux. Donc c'est un problème. Et ce coronavirus-là est en fait un problème de manipulation de laboratoire qui est sorti des enceintes de confinement. Ensuite, en 2020, on a le SARS 2.0, donc le coronavirus actuel. Ce n'est pas un antiviral qui est en train d'être pulvérisé, c'est voilà, un désinfectant. Pour le moment, voilà, l'épidémie commence, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Par contre, ce qu'on sait, si on regarde les épidémies précédentes, donc ça c'est une diapo qui était prise au milieu de l'alerte à Ebola qu'il y avait en 2014, on voit que la dynamique des épidémies peut être très très variable suivant les virus. Le MERS, ici, en fait, probablement, le MERS, il est extrêmement ancien, on ne sait pas où. On a commencé à le détecter en 2012, mais on ne sait pas d'où il vient probablement depuis très loin, et il est là, à très bas bruit, et il continue, et puis voilà. Il se trouve qu'à partir d'un certain moment, on était capable de le détecter. Voilà. De là à dire qu'il va émerger, ou on ne sait pas. Apparemment, il n'a pas une dynamique extrêmement forte. Le SARS, c'était très brutal. Voilà, ça s'est arrêté pour plein de raisons. Et le taux de mortalité était aux alentours de 9 à 10%. Et actuellement, ça date d'hier, c'est déjà trop vieux. Voilà la dynamique ici du nouveau SARS. Donc le SARS.2 en rouge et en bleu par rapport au SARS précédent. Alors, effectivement, on ne sait pas encore la raison de cette accélération, de cette pente encore plus brutale. Est-ce que c'est les progrès dans la détection, etc. etc. On ne sait pas encore. Il y a des indications qui disent qu'il est plus contagieux pour des raisons qui restent à déterminer d'un point de vue structural du virus, dans l'enveloppe, dans d'autres parties. Et apparemment moins mortel, et ça c'est très tôt pour dire en fait si ça va être environ 9, 10%, ou 2 ou 3%, ou 0,5%, à mon avis, là on ne peut pas vraiment déduire. Par contre, il pose un certain nombre de questions. Est-ce qu'il est nouveau? Donc moi je l'ai déjà appelé SARS.2.0, donc j'ai déjà presque répondu à la question, je vais vous montrer pourquoi. À quel coronavirus ressemble-t-il? Que peut-on prévoir à partir de sa séquence? Ça c'est toujours effectivement la séquence, finalement c'est la première grosse information qu'on a et dont on connaît de plus en plus de choses, on peut de plus en plus savoir de choses. Comment le diagnostiquer? Ça c'est l'urgence de nos jours là, en fait ça va se résoudre, il va y avoir des choses qui vont circuler, des diagnostics, des tests qui vont circuler rapidement. Et comment repérer d'autres coronavirus potentiellement problématiques, peut-être pathogènes? Est-ce qu'il existe des MERS-like qui viennent et qui font 1 ou 2 morts, qui ne sont pas transmis et qui restent à bas bruit? Donc les pneumonies atypiques virales en France, il y a une vraie épidémiologie à faire. Bon, à mon avis, je pense qu'il y en a beaucoup, mais qui ne sont pas spécialement transmissibles. Et donc, est-ce que de cette recherche sur les coronavirus, on pourrait apporter quelque chose de plus? Bon, je dis coronavirus, en fait, cette histoire d'infection respiratoire, c'est vrai pour plein d'autres virus. Il y a énormément d'autres virus qui arrivent, qui ne font pas spécialement d'épidémie, mais qui donnent un patient qui meurt. Voilà. Il y a certainement des nouveaux virus à isoler. Beaucoup, j'y reviendrai à la fin de l'exposé. Beaucoup de ces questions ramènent à un de ces gènes principaux, justement le moteur de l'évolution, c'est la RNA polymérase RNA dépendante. Donc, c'est un gène extrêmement conservé, je vais y revenir puisque ça va constituer la deuxième partie de mon exposé, ou disons une bonne partie de mon exposé. Et c'est surtout pourquoi il est très conservé, parce que c'est le moteur, et ce moteur de fabrication d'ARN, il est totalement indépendant de l'hôte, du milieu, de tout un tas de choses. C'est une machine à faire de l'ARN. Quel que soit le virus, il y a une machine à faire de l'ARN, et elle se fiche bien si elle est dans des poissons, dans des tiques, dans des hommes, etc. Par contre, tout ce qui évolue avec elle, oui, cela, ça change avec l'hôte, la réponse innée, etc. Donc, en l'occurrence, ce gène qui est appelé RNA polymérase dans les séquences qui sont données, est un gène qui contient le moteur avec des motifs répétés, des motifs très conservés, ABC2,
auquel on a ajouté F et G, parce qu'il n'y a pas très longtemps qu'on s'est aperçu qu'il y avait ces motifs, et un domaine N-terminal qui lui est plus variable, qui est spécifique des nidovirus, donc les artéries, les coronas, les taureaux, etc. etc. C'est un bon marqueur. Mais par contre, lui déjà, il est juste un peu plus variable que la RNA polymérase. Donc il faut savoir que si on fait par exemple du diagnostic à partir d'un arbre, à partir de la polymérase entière par rapport à un arbre avec le moteur, on peut trouver des choses différentes. Voilà. Comment ils se répliquent, ces virus? Alors ici, il y a deux... J'ai dit qu'ils étaient très grands, et dans la famille des nidovirus, il y a des petits, qui sont les artérivirus, qui ressemblent beaucoup au coronavirus, mais qui sont un modèle réduit. En fait, un modèle réduit, vous apercevrez déjà qu'ils font... il y en a certains maintenant qui ont été isolés jusqu'à 15 kb. Bon, EAV, c'est le typique, c'est Equine Arthritis Virus. Il fait 12,7 kb, c'est déjà un virus conséquent, assez gros pour un virus ARN. Les Corona, c'est 30 kb. Quelle est la raison et comment ils ont en fait acquis des gènes, ils se sont développés, pourquoi, comment, quels sont les moteurs de l'évolution? Ça, c'est un sujet qu'on étudie au laboratoire, que moi je trouve assez passionnant en dehors du côté pathogène du coronavirus. Je trouve ça extrêmement intéressant. D'autant plus qu'on retrouve, j'y reviendrai, on retrouve des protéines qui ressemblent beaucoup aux protéines des bactériophages. On retrouve à l'ADN, cette fois-ci, on retrouve des folds qui sont uniques chez les bactériophages et c'est chez grands virus. Donc il s'est passé une chose. Voilà. Est-ce que ce sont les ancêtres des virus, des bactériophages à ADN? C'est une possibilité. Il se peut que l'ADN soit arrivé avant et que le virus soit augmenté, les ARN virus augmentés jusqu'à cette taille qui constitue une barrière, ou alors qui représente une des dernières espèces qui est là, parfaitement adaptée, et dont d'autres sont partis pour faire des virus ADN. Voilà. Quand on regarde la polymérase elle-même, elle fait partie de l'ORF1B. Donc ça, c'est une immense polyprotéine qui est produite. Et avec un frame shift, un changement de phase là, il produit celle-là, en fait, une fusion des deux à une fréquence beaucoup moins, ce qui nous permet de résoudre le problème de la stoichiométrie chez les virus ARN. Vous voyez un virus, il y a énormément de protéines d'enveloppe, peu de protéines du moteur qui fabrique l'ARN. Et s'il y en a trop d'ailleurs, c'est pas bon pour le virus. Donc il faut, comme ils n'ont qu'une polyprotéine qui est coupée en rondelles, il faut qu'effectivement il y ait le problème de la stoichiométrie qui soit adressé. Ça, c'est un moyen intéressant pour les virus ARN positifs d'adresser ce problème. Ensuite, ce qui est remarquable chez les nidovirus, qui a été nommé à partir du fait que nido veut dire nid, nested en anglais, c'est qu'à partir de cette extrémité, on retrouve des gènes qui sont produits à des intensités différentes et qui sont évidemment les problèmes des gènes de structure. Donc là, deux moyens de stoichiométrie, un avec l'ORF et un deuxième avec ces ARN sous-génomiques. Alors quand on regarde le nouveau coronavirus, donc on s'est téléphoné avec les collègues et on était tous d'accord que c'est un coronavirus très ennuyeux, parce qu'en fait il est strictement pareil que le SARS. Voilà les homologies sur l'analyse structurale. L'alignement de séquence est basé sur la structure. On retrouve exclusivement le SARS avec des probabilités extrêmement fortes que ça soit ça. Juste là, il y a la première protéine là, n'est pas celle, c'est une hélicase qui n'est pas celle du SARS, mais immédiatement en dessous, les domaines sont les structures qui sont connues. Donc on voit que, point de vue structure, beaucoup de choses ont été faites avec ces différentes enzymes. Donc on voit aussi que spécifiquement entre les deux SARS, l'enzyme la plus conservée, c'est l'exonucléase méthyltransférase NSP14, là. Mais sinon, c'est la RNA polymérase qui, elle, d'un point de vue général sur les coronavirus, est la plus conservée. Alors, maintenant, je vais vous parler de la RNA polymérase et ce qu'on peut en faire, comment on peut l'utiliser, comment on peut essayer de comprendre ce qu'elle fait par rapport au SARS. Les premières choses qu'on a fait, c'est François qui l'a fait au laboratoire, ce sont les alignements et compter les différences entre SARS et nouveau coronavirus. Alors on voit qu'il y a dans le domaine NIRAN, donc cette espèce de petit domaine dont la fonction est toujours inconnue, la structure est assez mal connue, s'il y a une structure en microscopie électronique assez peu résolutive, et une fonction surtout qui est inconnue, on ne sait pas ce qu'elle fait. Il y a une douzaine d'acides aminés de différents,
entre SARS et Wuhan, le nouveau coronavirus. Souvent, dans le domaine polymérase, il n'y a que 9 acides aminés qui sont différents. La plupart du temps, ils ne sont vraiment pas très différents, c'est la même nature. Et surtout, quand on regarde la structure, ces acides aminés, à une exception près, dans un des motifs, je crois que c'est le motif F, qui est un motif vraiment du cœur de la polymérase, tous les autres changements qui sont marqués ici dans des couleurs sont soit en surface, soit sur des acides aminés qui ne sont pas réellement importants. En fait, c'est les motifs qui sont marqués en couleur ici. Ce ne sont pas des changements structuraux énormes, ils sont surtout en surface. Donc on peut dire que le cœur de la polymérase de ces deux virus, il est strictement pareil. Elle va être absolument pareille. Si on essaie de voir qu'elle va essayer cette polymérase, comme il est un peu plus virulent, il va aller plus vite, etc., on va arriver à mon avis à rien du tout de probant. C'est pas là que se situe la différence avec le nouveau coronavirus. Alors, quand on utilise juste ce domaine polymérase, évidemment, on le trouve là, dans un paquet de coronavirus très resserré, ce qui nous fait dire qu'en fait, sur les 3 motifs les plus conservés, A, B et C, qui sont le cœur catalytique de l'enzyme, on peut tomber avec certitude quand on a un nouveau coronavirus, c'est sûr qu'on va le pêcher. Ensuite, je pense que le séquençage ou une autre PCR discriminative ailleurs permet de dire de quel autre coronavirus on peut trouver. Donc ça a une utilité sur non seulement le diagnostic du nouveau coronavirus, mais surtout pour découvrir de nouveaux coronavirus. Dans les paquets d'analyse de nouveaux cas d'infection respiratoire. Donc ici, j'ai rajouté ces diapos, juste les 3 motifs ABC ils sont absolument conservés chez tout le paquet de coronavirus, et les oligos en question à designer là-dedans avec les substitutions à la 3e base du codon, qui fait qu'on a peu de chances de passer à côté. Donc maintenant, je vais passer un petit peu plus en détail sur le fonctionnement de cette ARN polymérase, ce qu'on peut en faire, est-ce qu'on peut l'utiliser aussi pour des traitements, où en est-on, quels sont les rôles de toutes ces enzymes dans l'orphin B. Alors la première des diapositives, donc je reviens à ce que j'ai dit dans la première diapositive, c'était des génomes très grands, et c'est représenté ici, on voit tous les virus ARN positifs, et la taille des génomes, et on voit que la grande majorité des virus se situe jusqu'à 10-12 kb. Ensuite, il y a les artériovirus qui sont environ jusque-là, dans les 15, et puis les coronavirus, là. Donc vraiment, doublement de génome qui n'a rien à voir avec une duplication, parce que c'est juste d'autres enzymes, c'est des enzymes un peu plus grandes. On voit que le virus, tout d'un coup, il a eu beaucoup moins de mal à lutter pour maintenir une certaine taille. Alors évidemment, j'y reviendrai, c'est dû à une faculté tout à fait remarquable du coronavirus qui est de réparer son ARN. Il n'y a pas que ça. Un ARN grand comme ça pose des problèmes à être maintenu dans la cellule. Si c'est 30 kb, les ARN c'est très instable, ça se clive, et donc il y a aussi d'autres mécanismes qui sont mis en place par le coronavirus, dont certains sont encore vraiment à découvrir, qui nous disent qu'avant la stabilité génétique, le virus a dû résoudre la stabilité physique de l'ARN. Donc, grâce à la métagénomique, il existe maintenant, cet arbre est en train d'être agrandi, enfin, c'est le schéma avec d'autres familles, et puis jusqu'à 42 kb, il y a un ARN d'un virus planaire qui a été découvert. C'est comme un méga coronavirus avec encore d'autres enzymes, et surtout pour les virologistes intéressés, évidemment 42 kb, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, des nouvelles enzymes, des nouveaux mécanismes. Je pense que les nidovirus, c'est extrêmement intéressant pour la recherche. Alors, Sacha Gorbalenia, disciple de Eugène Kounine et de l'école de bioinformatique russe, a écrit beaucoup et fait beaucoup de choses depuis très longtemps sur les coronavirus et les nidovirus. Il a vu l'intérêt de tels virus si grands, et il a pu déterminer que dans l'évolution de la taille des coronavirus,
le premier moteur évolutif, ça a été l'ORF1B, donc avec ses enzymes hélicase, polymérase, exonucléase, endonucléase, méthyltransférase, suivi de l'ORF1A, qui est l'expression du génome dans l'hôte, c'est-à-dire la défense contre les facteurs de l'immunité innée, etc., etc., suivi ensuite des facteurs de dissémination de capsides. Voilà. Donc c'est le triangle viral qu'il faut maintenir, agrandir de manière à peu près symétrique pour pouvoir augmenter en taille de génome au cours de l'évolution. Donc, maintenant, si on en vient à ces fameuses enzymes de l'ORF 1A et 1B, là, 1B, ça commence à RDRP, la RNA polymérase, et toutes ces enzymes, et puis ORF1A, tout ce qui est expression génomique contre les protéines de l'autre côté. Alors, au laboratoire, depuis 2004, la première structure cristallographique du SARS, elle a été faite à Marseille. C'est la protéine NSP9 qui s'est trouvée justement avoir un fold complètement identique à des protéines de bactériophages, unique chez les virus ARN. C'est une protéine qui se lie à l'ARN simple brun qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la protéine de T7, T4, etc. C'était assez remarquable. Depuis, on a continué à travailler sur ces structures et sur les 12 structures qui existent à l'heure actuelle sur ces enzymes et protéines. On a fait 6 à Marseille. On n'a pas fait la RNA polymérase, c'est celle qui nous intéresse le plus, mais elle a été faite très récemment. Et c'est pas bon. Par contre, on a fait des enzymes qui sont, et on s'est intéressé à des enzymes qui sont totalement remarquables chez les virus ARN, puisqu'on se pose la question, que fait une enzyme qui coupe l'ARN sur un virus ARN? Et donc, comment elle est régulée, effectivement. Donc ça, c'était une question très intéressante d'un point de vue scientifique qui nous a occupés, et on a déterminé, c'était en 2006 avec un postdoc au labo, Stefano, la structure de cette enzyme extraordinaire. Donc c'est une enzyme qui se multimérise et dont en fait Sacha Gormaligna avait repéré une fonction d'endonucléase uracile spécifique. Et effectivement, une fois que la structure a été faite, on a pu voir ce qui n'était pas évident d'un point de vue alignement de séquences. On a pu voir qu'elle était d'un type RNase A et que malgré une homologie peu détectable sur les sites actifs, on voyait quand même qu'il y avait des résidus équivalents. Et on a pu déterminer qu'effectivement cette enzyme clive l'ARN et elle le clive d'une manière totalement intéressante en ce qui concerne l'enzymologie, puisque elle utilise le 2' hydroxyle de la base du lien qui est juste à cliver, et ce 2' hydroxyle attaque le phosphate et donne un phosphate cyclique. Donc les phosphates cycliques, ce sont des signaux particuliers dans la cellule infectée, il faut qu'ils soient traités, mais aussi, il y a une chose très intéressante là-dessus, c'est que quand il y a une 2' O-méthylation, on voit bien que la réaction elle est plus possible. Or, le SARS a 2 méthyltransférases, ce qui pose bien des questions sur la manière dont il peut méthyler son ARN pour éventuellement protéger certains sites, ou alors s'il peut aussi être l'objet de méthylation de la part de méthyltransférases de la cellule, qui ont un effet de plus en plus trouvé sur la restriction des virus dans les cellules. Alors, c'est une affaire qui est en cours de recherche. Hein. Les méthyltransférases au laboratoire, c'est une grosse partie du travail de l'équipe, en particulier avec Étienne de Crolly, François Ferron qui est ici, et bien d'autres au labo. Et très récemment, l'intérêt sur NSP15 a été relancé, puisque une collègue à Louvain a trouvé un inhibiteur qui marchait très bien sur un coronavirus voisin, mais pas le SARS. Je pense qu'ils sont en train de le tester à l'heure actuelle. Qui donne des réponses extrêmement intéressantes à des concentrations assez faibles, enfin un bon début pour faire du drug design. Et ils ont pu bien sûr, ce qui est un peu la preuve de concept, trouver des résistants qui indiquent le site actif, et le site actif est exactement
le même que ce que je vous ai montré les 2 diapositives avant, avec les acides aminés impliqués qui sont entourés ici. Donc voilà, donc ça c'est une piste très intéressante sur une enzyme totalement unique. Il n'y a pas d'homologie, d'enzyme vraiment identique dans la cellule hôte, donc on peut espérer avoir de la sélectivité avec une telle cible. Alors, je vais maintenant vous parler un autre couple d'enzymes en fait. C'est une RNA exonucléase. Que fait encore une fois une RNA exonucléase dans un virus? Comment le virus s'en protège? Et surtout, cette RNA exonucléase interagit avec la polymérase. Alors là, on commence à avoir une image assez intéressante qui parle aux gens du monde de l'ADN, puisque quand on a une exonucléase, une méthyltransférase, une polymérase, ça commence à sentir vraiment la réparation qui existe, qui est méthyldancolyque et méthyldirigée, tout ce qui est réparation d'acide nucléique. Et effectivement, je vais vous montrer que c'est ce qui s'est passé chez les coronavirus, ce qui leur donne une touche de virus à ADN encore plus probable. Enfin, je veux dire, d'être proche des virus à ADN. Donc, l'RNA exonucléase, on l'a, encore une fois, c'est Sacha Gorbalenia qui l'a prévu en 2003, quand ils ont fait cet article qui... C'est un gimolbiol, je pense que pour tout ce qui est étudiant, journal club et tout, c'est un fantastique papier. Il aurait dû passer dans un article, un journal à plus haut impact, tellement il est riche et tellement il a fourni du pain à tous les coronavirologistes. Et en se basant sur cet article, on a effectivement découvert que l'exoribonucléase était tout à fait nécessaire au coronavirus et qu'elle était effectivement impliquée dans la digestion de l'ARN. Elle était aussi bloquée par les 2'O méthylation. Donc on revient toujours dans cette espèce de triangle méthyltransférase, exonucléase, RNA polymérase. Peu de temps après, un autre papier extrêmement novateur, disons, qui a changé la face des choses chez les coronavirus, c'est la publication du fait que quand on inactive cette exonucléase, on a un taux de mutation qui augmente énormément chez le virus muté. Donc effectivement, cette exonucléase était en 2007 confirmée comme une enzyme clé, ce gène en tout cas, confirmé comme un gène clé dans le maintien de l'intégrité génétique des coronavirus. Ensuite, au laboratoire, on a pris, c'est Michael Bouvet avec Étienne de Crolly, Michael était un thésard au laboratoire, qui a déterminé que non seulement NSP14, elle était capable de cliver l'ARN, mais quand on y mettait NSP10, on démultipliait l'activité incroyablement. Alors donc NSP10, c'est une petite protéine dont on ne connaissait aucune fonction. On connaissait la structure, mais la structure n'avait donné aucune clé. Et en fait, en continuant, en poussant un petit peu l'analyse, NSP14 avec NSP10 était capable d'exciser spécifiquement un mismatch. C'est-à-dire que quand on a, c'est une exonucléase qui est dépendante à ARN simple brin, mais qui est dépendante d'un double brin. Et quand il y a un simple brin, elle ne peut pas dégrader. Par contre, quand il y a un seul nucléotide, on voit que elle peut totalement dégrader l'ARN. En fait, elle est inhibée une fois que l'ARN est synthétisé. Donc, c'était indépendant de la nature du mismatch. Et donc, ensuite, il se trouve qu'on a montré que NSP14 est capable de se fixer à NSP12. On peut les co-immunoprécipiter ensemble. Et donc, on a exactement un système dans lequel la polymérase synthétise. Et si elle met une erreur, elle s'arrête. L'exonucléase enlève l'erreur et ça continue. Donc François Ferron au laboratoire a résolu la structure de NSP10 et NSP14. Alors, donc là j'en profite pour dire que quand on se fait doubler par quelqu'un des fois, c'est pas grave, parce que cette structure, je l'avais imprudemment présentée préliminairement à un congrès à l'ASV en 2013 ou 2014.
Et on estimait que ce n'était pas encore du travail qui était mûr, puisque la structure était à 3,5 ou 6 angstroms de résolution. Donc on s'est dit on va continuer à travailler et avoir une bonne structure. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva. Il y a des concurrents qui ne sont pas embarrassés de ça et qui l'ont publié avec cette résolution. Et donc finalement, on a continué pour essayer d'améliorer la structure et surtout d'essayer d'y trouver une fonction, parce que ce papier a été publié avec une structure brute sans aucune analyse, ou très peu. Et en particulier, donc, une chose qui était très intéressante, donc on voit que NSP10, là on a trouvé comment il se lie à NSP14 et il active spécifiquement l'exonucléase, il n'a pas de domaine d'effet sur la méthyltransférase. Et François Finlimier n'est pas passé à côté d'une chose extrêmement importante, que en fait NSP14 n'a pas un fold Rossmann. Alors ça paraît comme ça, on dit oui, pourquoi bien. Eh bien en fait c'est très important parce que les Rossmann folds sont des folds absolument ancestraux qui sont parmi les premiers créés dans l'évolution à cause du fait de la disponibilité de nucléotides, de SAM et de leur substrat. Et dans la soupe primordiale, les méthyltransférases ont été des enzymes extrêmement précoces. Et ce fold Rossmann, qui a été créé du nom de son découvreur Michael Rossmann, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qui était un immense scientifique, a été un fold extrêmement successful. Et il a été remanié, utilisé pour énormément de fonctions. Donc la raison pour laquelle les Corona ont un fold qui n'est pas Rossmann et qui a été conservé dans l'évolution est absolument mystérieuse. On ne sait pas pourquoi. Et en particulier, on commence à avoir des idées avec l'enzymologie, c'est que la puissance de cette méthyltransférase est absolument extraordinaire. Elle a un turnover catalytique et une largeur de substrat, de spectre extrêmement intéressante, et on pense qu'effectivement elle ne se restreint pas que au RNA capping. Il y a bien d'autres choses à découvrir avec cette NSP14. Maintenant, on a pu reconstituer le travail de réparation des mismatchs. Donc c'est Isabelle Imbert au laboratoire, François et toute l'équipe qui ont effectivement reconstitué le mécanisme avec un mismatch, un oligo mismatché qui est mis en présence de NSP12 et NSP14. Et on voit que quand on ajoute des nucléotides, on peut réparer. On a pris ces oligos-là, découpé du gel, on a séquencé, on a vu qu'effectivement les ARN étaient absolument réparés. Donc NSP14, 12 et 7-8, deux autres protéines du coronavirus, représentent un système de réparation de l'ARN unique chez les virus ARN, puisqu'apparemment le dogme était qu'effectivement il n'y avait pas de réparation d'ARN chez les virus. Voilà, ce que je disais, c'est les gels de séquences et le nombre de clones qui ont été faits qui mettent qu'effectivement on retrouve toujours des mismatchs. La polymérase est capable d'élonger ces mismatchs, mais la plupart du temps la réparation est relativement efficace. Alors, quelles sont les implications pour le drug design, tout ça? Si on donne des nucléotides, que la synthèse s'arrête, c'est ce qu'on fait dans les traitements VIH, HCV. Si le virus a une enzyme qui coupe et qui répare, les traitements vont être inefficaces. En fait, c'est exactement ce qui se passe. La ribavirine, qui est un nucléotide une pseudo-base et qui a un ribose tout à fait normal, est activée dans la cellule, elle est insérée, elle donne des virus qui sont pleins de bases mutées. Et en fait, spécifiquement chez les coronavirus, la ribavirine n'est pas active. Il y a beaucoup d'essais de fait. Et biochimiquement, on peut le trouver en faisant une incubation d'un primer template de la ribavirine. Et on voit que la ribavirine est très bien incorporée dans l'ARN, pardon. Et ensuite, on voit que la ribavirine est incorporée à la place en face du C. Et oui, c'est comme un A ou un G. Voilà. Donc, c'est son effet mutagène. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que quand on prend un primer qui est terminé par la ribavirine et qu'on rajoute un SP14, il est extrêmement rapidement dégradé. Et donc la ribavirine, une fois qu'elle est incorporée, elle est facilement excisée. Ce qui explique pourquoi c'est une drogue qui ne marchera pas, un médicament qui ne marche pas contre les coronas. Alors,
Ce qui est intéressant, c'est le coronavirus, s'il met plus ou moins de NSP10, il a là un moyen d'avoir plus ou moins d'activité exonucléase. Donc, d'un point de vue évolutif, existe-t-il des mécanismes chez les coronavirus qui pourraient faire qu'en fait, sous certaines conditions, il a besoin d'être mutagène pour s'adapter, et sous d'autres conditions, il a besoin d'être stable, il n'a pas besoin de réparer. Voilà. Ça, c'est une question ouverte, on ne sait pas si ça peut se passer ou pas. Dernièrement, il y a un papier qui est relativement passé inaperçu, mais chez un BVDV, qui est un pestivirus, il a été montré que l'extrémité N-terminale de la polymérase était capable de venir sous le site actif et plus ou moins le resserrer ou le relâcher, et ça donne une méthode à l'enzyme d'être plus ou moins fidèle. Donc, si le mécanisme existe, c'est sûr qu'il est utilisé, à mon avis. Il ne reste plus qu'à le trouver. Voilà. Alors, quand on analyse NSP12, donc la polymérase, et qu'on voit elle aussi qu'elle est activée par NSP7 et NSP8, qui sont deux autres protéines du coronavirus. Là, vous avez la polymérase seule, on voit qu'elle est absolument très fatiguée. En tout cas, elle ne polymérise pas grand-chose. Et puis là, on voit que le preneur commence à intégrer des bases à mesure qu'on augmente la quantité de 7, 8 avec la polymérase. Ce qu'on remarque immédiatement avec ce gel aussi, c'est qu'en fait, elle ne fait pas juste un plus 1 et elle s'arrête. Elle est très infidèle. C'est-à-dire qu'elle incorpore après tous les triphosphates qu'elle trouve, elle incorpore, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a une fidélité qui est relativement relâchée parce qu'elle a l'exonucléase derrière, et que l'exonucléase va faire du boulot. Ce qui veut dire qu'il pourra exister des virus qui restent à isoler, par la métagénomique en général, je pense que ça se fera, qui sont beaucoup plus grands et qui ont une polymérase extrêmement fidèle, plus une exonucléase. Parce que là, c'est encore une autre frontière qui va tomber. Ici, c'est pour illustrer ce que je disais, en comparant par exemple avec une polymérase de petit génome, la dingue, qui fait dans les 11 kb. La polymérase, on lui donne un nucléotide, elle le met gentiment, on ne lui donne pas le bon, elle ne fait rien du tout. Là. Quand on fait cette manip avec la polymérase du coronavirus, elle en met un, puis elle continue, elle met un mismatch. Quand on fait U, alors U c'est n'importe quoi, elle fait U, elle le prend et elle en fait des polymérisations multiples. Et avec les autres, peut-être on le sait un peu moins, etc. Mais elle a vraiment un profil d'enzyme totalement mutagène. Alors comment ça peut se comprendre? Eh bien, quand on a fait des expériences de cinétique rapide sur cette polymérase, on s'est aperçu que même la machine la plus rapide, on n'arrivait pas à la rattraper. C'est-à-dire que c'est une enzyme extrêmement rapide, beaucoup plus rapide, 10 fois plus rapide dans la polymérisation que n'importe quelle autre RNA polymérase. Ce qui s'explique aussi, enfin ce qui est en relation avec le fait que la taille des coronavirus est très grande. Donc il faut une enzyme qui marche très très vite et qui est derrière corrigée par l'exonucléase. Là, ici on voit des gels où on voit des vitesses de polymérisation maximum qui sont de l'ordre de 500 par seconde. Je crois que la T7 DNA polymérase elle arrive à 600 ou quelque chose, mais chez les RNA polymérases c'est du jamais vu. Autre chose importante aussi pour les gens qui vont faire du drug design avec les nucléotides, c'est que cette polymérase marche très bien à des faibles concentrations de ribonucléotides. On voit que les KD ils sont de l'ordre de 20-50 micromolaires. Or, les ribonucléotides, normalement, c'est des concentrations, on parle plutôt du millimolaire dans la cellule. Donc, ça veut dire que dans des cellules qui vont être au repos, où les concentrations métaboliques vont être faibles, le virus va se répliquer parfaitement, ce qui n'est pas le cas d'autres virus. Si on fait la dingue, c'est plutôt 500 micromolaires. Donc ça, c'est des indications de biochimie, d'enzymologie, qu'on a tous étudié à l'école et tout, qui en fait ont une vraie relevance directe sur le drug design. Alors, pour parler de ce drug design, ou des options thérapeutiques qu'on peut avoir sur la polymérase et les coronavirus, il est sorti il n'y a pas très longtemps, donc ça c'est la page Wikipédia. Le favipiravir était un analogue de nucléotide. En fait, c'est une base qui, dans la cellule, est montée en nucléotide. Et ce nucléotide, on voit que c'est une pseudo-base. En fait, il va être un nucléotide mutagène. Donc, il est actif, il a été testé sur Ebola. Il était au départ utile pour la grippe. Et donc, nous sommes posé la question, puisque cette enzyme est si infidèle, est-ce qu'elle va utiliser le favipiravir ?
Donc on a eu des collaborateurs en Allemagne qui nous ont fourni le triphosphate. Et comme contrôle, il y a ici la polymérase de la dengue, avec le favipiravir triphosphate. On voit que la dengue, si on lui donne des nucléotides et puis on substitue le GTP avec le favipiravir, elle va jusque là où elle doit aller, et puis ensuite elle n'y a rien d'autre. On voit ensuite que si on ne met pas le GTP et le favipiravir, là il y avait un petit peu de GTP, là il n'y en a pas du tout, on voit qu'il n'y a pas d'incorporation. C'est une enzyme, comme je l'ai dit, qui est très fidèle, et en plus, avec les analogues de base, elle est très fidèle. Si on fait avec le SARS, on voit que d'abord, à des faibles concentrations de GTP, elle bypass et elle fait un mismatch. Ça, on savait qu'elle était, on se doutait qu'elle n'était pas fidèle. Et quand on fait avec le favipiravir, on voit que c'est la même chose. Il y a un stop, sauf que en l'absence de GTP, le favipiravir est incorporé et on obtient des produits complets. Ce qui veut dire que le favipiravir, s'il a une autorisation de mise sur le marché, ça sera un mutagène viral. Donc, ça veut dire que si on donne cette base et qu'elle est montée en triphosphate, l'enzyme va l'utiliser et va produire des génomes qui seront mutés. Ces génomes mutés, s'ils sont trop mutés, le virus meurt. Voilà. Je vais y revenir dans le tableau suivant, puisque le tableau suivant est une récapitulation d'une revue qui est parue il n'y a pas longtemps sur les différents analogues de nucléotides. On voit que la ribavirine, non. C'est pour d'autres raisons, ça ne marche pas et on atteint des concentrations qui sont toxiques. Par contre, le remdesivir a une très bonne activité. Et le remdesivir, c'est un nucléotide qui est modifié en 4', qui fait qu'en fait, une fois qu'il est incorporé, il va se tourner et l'exonucléase va avoir du mal à le digérer en fait. Et si on voit dans les différents nucléotides qui fonctionnent, par exemple la bêta-DN4 et hydroxycitidine, c'est une modification à la base. Effectivement, on voit que son action est probablement une action mutagène. C'est-à-dire qu'elle n'est pas intégrée par les polymérases cellulaires ou les autres RNA polymérases cellulaires. Par contre, la polymérase du SARS et les coronavirus, c'est tout à fait capable de la prendre et produit des génomes qui sont mutés. Donc c'est une stratégie antivirale par mutagénèse. Parmi les possibilités, donc effectivement, le favipiravir, je ne sais pas s'il a été testé ou s'il doit être en cours de test, pour savoir ce que ça va donner, puisqu'il bénéficie déjà de pas mal de recherches sur la grippe et l'Ebola. Je pense que ça serait un très bon candidat. Autre chose, on voit ici le sofosbuvir, qui est la drogue miracle, le médicament miracle dans la lutte contre le HCV, l'hépatite C. On voit qu'il a une modification au ribose. Cette modification n'altère pas son incorporation. Par contre, cette modification, elle est importante pour la reconnaissance de l'exonucléase pour l'exciser. Donc, il se pourrait très bien que ce nucléotide soit incorporé, mais pas excisé, et donc soit un très bon anti-SARS. Alors, à une chose près, c'est que les chimistes pour HCV ont vraiment travaillé sur ce groupement-là, ce vecteur, pour faire une prodrogue qui va aller directement dans les cellules du foie, évidemment pour HCV. Et donc le sofosbuvir, à mon avis, a un intérêt sur le coronavirus si jamais il y a un autre groupement là qui est étudié et qui est mis pour aller dans bien d'autres types cellulaires. Donc, à mon avis, sur le futur de ces différentes enzymes, effectivement, il faudra une approche concertée sur 3 enzymes qui sont clés, que la polymérase, on ne va pas y arriver. Il faut des actions sur la polymérase, mais aussi sur l'exonucléase pour empêcher d'exciser, ou alors des inhibiteurs d'exonucléase avec des nucléotides normaux pour pouvoir empêcher ça. C'est une combinaison proche. Les RNA méthyltransférases, elles sont absolument uniques aussi, et le fait que ce soit une non-Rossmann fold qui n'existe que chez le coronavirus, ça ouvre des voies intéressantes pour le drug design, parce qu'effectivement les méthyltransférases cellulaires, il y en a beaucoup, et elles se ressemblent beaucoup, donc pour avoir de la sélectivité, c'est très difficile. Voilà. Donc, dans les quelques diapos suivantes, je vais partager quelques réflexions sur les virus émergents. Pourquoi on a toujours un train de retard ?
Il y a un virus qui émerge, et puis la réaction, c'est on va mettre un programme en route, et puis on va courir après le train, et puis finalement l'épidémie s'en va, puis on arrête tout, et puis on attend la suivante. Alors depuis fort longtemps, il existe un concept de préparation. Donc, la préparation, bien sûr, c'est la préparation de réception des patients à l'hôpital, ça c'est sûr, mais quand un virus émerge, la préparation, c'est une préparation scientifique. Donc dans cette ère moderne, accélérée, on a un peu oublié ça, c'est que les structures, la préparation scientifique, ça prend des années. Donc en 2002, on avait déjà identifié ce problème, et on avait essayé avec Dave Stewart, qui était coordinateur d'un projet, qui était SPINE, c'était Structural Proteomics in Europe, qui proposait de faire des structures pour pouvoir documenter les banques de données et créer de l'activité scientifique. Et avec Christian Cambillon, on s'était dit, nous, même si les génomes ils sont tout petits, les virus c'est très important, parce qu'il y en a beaucoup, ils sont très variables, et on veut effectivement faire un package de virologie. Et donc, ça repose uniquement sur une chose, avoir des séquences, des isolats, et puis pouvoir cloner, séquencer, caractériser, cristalliser, et puis donner tout ça à faire pour le drug design. Nous, ce n'est pas notre finalité de faire des criblages, etc. C'est surtout de connaître réellement l'aspect scientifique de ces enzymes. Alors, ce concept a été merveilleusement testé à partir du moment en 2002 où le projet il avait commencé en 2001. En 2002 était apparu le SARS, c'était une diapo d'époque, la diapo aussi c'était une diapo d'époque. Et le résumé était que le premier patient dont on a parlé au début de l'exposé était arrivé en Chine en février, l'épidémie secondaire dans le monde. Et puis à partir du moment où la séquence a été relâchée, nous on a pu commencer à cloner, séquencer et tout. Puis en fait, effectivement, même pas 3 mois plus tard, on avait les premiers cristaux d'un SP9. Ensuite on a une SP15. Ensuite ça a été extraordinaire. C'était très intéressant, très excitant. Et surtout, ces enzymes sont encore utilisées, comme vous avez pu le voir sur un SP15 avec les gens de Louvain, des modèles qui sont très importants pour le drug design. Alors que s'est-il passé depuis 2003 ? Il s'est passé 3 choses principales. La première, c'est là où il y a le cercle, tout ça, c'est maintenant le NGS, la métagénomique et toute la puissance du séquençage qui est arrivée. Ça, avant, ce projet, c'était une ère où il n'y avait pas de séquençage deep sequencing, etc. etc. Donc c'était une catastrophe pour une fois qu'il y avait un virus, le séquencer, tout ça prenait un temps fou. Et il y avait un autre effet parasite énorme, c'est que les gens, une fois qu'ils avaient leur virus, ils s'asseyaient dessus et on ne pouvait pas l'avoir. Ça a été, c'était une catastrophe, les gens ne distribuaient pas les virus, c'est ça. Cette situation a beaucoup changé avec des consortiums comme EVA d'abord, puis EVA-G, où justement l'Europe a décidé de favoriser cet échange de virus sur des choses bien déterminées. Voilà, donc c'est des choses. Et ensuite, la troisième chose aussi, c'est la bêtise généralisée qui s'est répandue avec les réseaux sociaux et qui a entraîné une espèce d'accélération des choses où on n'a plus le temps de s'asseoir et de penser, de faire des choses intelligentes. On est en train de réagir dans l'urgence et les politiques font aussi exactement la même chose. Ils réagissent dans l'urgence, ce qui n'est pas bon pour le long terme. Là, c'est pour corroborer un petit peu l'accélération, donc une échelle logarithmique des nouveaux, il n'y a pas les virus, si les virus y sont. C'est en échelle logarithmique le nombre de nouveaux génomes qui apparaissent. Donc chaque fois qu'il y a des nouveaux génomes qui apparaissent, ou vous qui avez cherché dans les banques de données, vous avez pu voir Domain of Unknown Function. Ça, c'est le gène le plus répandu maintenant dans les banques de données. Et là, c'est l'accélération des structures déposées dans la PDB. Un seul problème, c'est que c'est une accélération qui est linéaire et qui ne suit pas l'accélération logarithmique ici. Et qu'en plus, celles qui sont relâchées par an, il y a un delta qui est en train qui sont disponibles pour les gens par an, sont en train d'être sérieusement derrière. Donc effectivement, on a eu un gros problème là-dessus. D'autant plus qu'il est sorti du fait de la métagénomique, une analyse du monde viral exceptionnelle. Moi, je pense que ce papier est un papier aussi pour les Journal Club qui est extraordinaire. C'est le type de recherche que là, actuellement, on est à peu près incapable de faire en Europe.
c'est-à-dire une recherche purement désintéressée sur les viromes de tout un tas d'animaux dont tout le monde se fiche, mais qui en fait a fourni des nouvelles familles de virus et des choses qui vont être d'une utilité extraordinaire, même pour la pathologie. Par exemple, de ce papier qui a étudié les virus chez les arthropodes, est sortie la famille des Jingmeng virus, qui sont proches des flavis, et dont on commence maintenant à rechercher, grâce à ce papier, la présence dans des encéphalites et des cas d'autres maladies inconnues. Il est sorti aussi des mononégavirales, des nouveaux virus de la même famille que la rougeole ou Ebola. Donc évidemment, cette recherche totalement désintéressée va fournir des choses extrêmement intéressantes pour les infections respiratoires quand on va trouver des virus de ce style. Là, donc, c'est pour juste montrer comment, en fait, il s'est creusé un trou entre l'ère de la structural genomics, où on faisait des structures pour vraiment comprendre comment les protéines étaient foldées et quelle était leur fonction, et puis la métagénomique récemment, qui a eu beaucoup de projets en métagénomique, mais entre les deux, l'écart s'est considérablement écarté, et en fait a grandi, et il faudrait maintenant commencer à étudier de manière fonctionnelle et structurale tout ce qui est donné par les projets de métagénomique. Ensuite, à la fin, je ne peux pas m'empêcher de donner un petit mot, le MOT de la fin. MOT, c'est micro-organismes et toxines. Pour nous, c'est un enfer. C'est-à-dire, c'est une loi qui dit que nous devons absolument déclarer 500 paires de bases d'ADN lorsqu'il s'agit d'un pathogène important, significatif, Ebola, SARS, etc. etc. Ces 500 paires de bases purifiées ou qui poussent en colis n'ont strictement aucune pathogénicité, simplement pour nous, c'est une catastrophe. Ça a un effet stérilisant pour les jeunes chercheurs. Vous ne pouvez pas venir travailler comme ça sur Ebola, il va falloir remplir des tas de paperasses, montrer patte blanche, etc., demander des autorisations. Tout ça pour jamais manipuler de virus, hein, qu'on soit bien d'accord. Les effets économiques de ça, d'avoir tout un tas de jeunes chercheurs brillants qui ne travaillent pas sur les virus hautement pathogènes, c'est terrible. Tous les diagnostics, on est toujours derrière le train, effectivement. Troisièmement, ça a un effet direct sur les laboratoires, c'est qu'on nous a collé cette loi très difficile à appliquer. Il faut mettre des hublots dans les portes, des congélateurs, des doubles cartes, etc. C'est bunkérisé. Seulement, on ne nous a pas donné 1 centime pour la mettre en place, naturellement. Donc ça a ajouté à la difficulté de financer les recherches actuellement. Voilà, c'est pour une efficacité qui reste à déterminer de cette loi, sachant que si vous voulez vous procurer des virus, c'est pas aller chercher des laboratoires à Lumini où vous les trouverez, c'est sûr. Donc je voudrais terminer en remerciant les gens avec qui j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à travailler toutes ces années. Donc en rouge, vous avez les gens qui ont contribué, qui ne sont plus dans l'équipe, soit qui sont partis en postdoc ou ailleurs. Donc Isabelle Humbert, qui a beaucoup travaillé sur la polymérase du SARS. Lorenzo Subissi, qui est un thésard aussi, qui a travaillé avec une bourse Marie Curie. Michael Bouvet également, Anna, Teresa et Marion, qui étaient postdoc. Et puis donc François, qui a fait tout le travail structural, presque tout, je pense qu'il était impliqué sur toutes les structures du SARS, avec Marie-Pierre Egloff, qui est partie assez longtemps du laboratoire. Nyonglé, qui est en thèse, qui va bientôt passer sa thèse. Étienne de Crolly, monsieur Transferaz, qui a énormément travaillé, apporté au laboratoire. Karine, qui nous a fait beaucoup de chimie. Ashley, qui vient de nous rejoindre en postdoc. Barbara, Nicolas, Cécilia, qui nous tient une plateforme de screening sur les enzymes. Jean-Claude Guillemot, qui s'occupe de cette plateforme. Et Véronique, qui vient d'être recrutée l'an dernier au CNRS. Et donc, je vous remercie pour votre attention.